Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Oui, rebonjour, vous étiez parti, vous étiez si loin puis vous êtes revenu, c'était toujours Absolument. plaisir. On parle d'investissement et de votre argent aujourd'hui au programme. On va d'abord parler de la maison individuelle. Est-ce que c'est encore le rêve des Français? On recevra Jérôme Robin, fondateur de Nous Assurons. On va parler contrat de capitalisation, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est rentable? Bref, on va traiter tous les sujets. Et on va terminer en se posant la question de savoir comment éviter de laisser dormir son argent sur les comptes courants. Oui, ce serait dommage, effectivement. Tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors Thomas, on recevait hier presque à la même heure avec toute l'équipe de Parlons Immo, Pascal Boulanger, le patron de la Fédération des promoteurs immobiliers, il nous expliquait que le marché de la construction était en plein désarroi et que les constructions s'effondraient. C'est d'autant plus dommage, Thomas, que vous nous expliquez qu'en fait les Français rêvent toujours de cette maison individuelle. Absolument, c'est quand même effectivement le rêve des Français. Et la Fédération d'ailleurs des constructeurs de maisons individuelles a réalisé une enquête qui montre que 84% des personnes interrogées préféreraient vivre en maison individuelle, tout en sachant quand même qu'un peu plus de 50% y vivent déjà. Oui, 57% précisément. Alors qu'est-ce que les Français attendent d'une maison? Eh bien, ils veulent du confort et de beaux matériaux, mais ils attendent surtout le calme, la sérénité et des extérieurs. Ce dernier point d'ailleurs qui avait été fortement remarqué pendant la période Covid. Mais la crise est passée par là, la fête est finie et le rêve d'acquérir une maison s'éloigne pour beaucoup de Français. Pour quelle raison alors? Il y en a plusieurs, mais d'abord c'est le fameux taux d'intérêt dont on parle depuis plusieurs mois, qui sont encore très hauts. Du coup, les acheteurs potentiels sont attentistes et dans le même temps, le stock de maisons en vente est en train de gonfler très sérieusement car les prix restent très élevés, même si la maison fait toujours rêver, comme on vient de le dire. Alors, c'est la contradiction d'ailleurs du moment, mais ce n'est pas tout. Depuis le 1er janvier dernier, le prêt à taux zéro a apporté son lot de modifications, dont le fait que dorénavant, la maison individuelle neuve en est exclue. Le gouvernement orientant ainsi l'acheteur vers des logements collectifs. Et tous en ville en quelque sorte. Alors est-ce que ce phénomène de difficulté à l'accès à la propriété, difficulté d'accès à la propriété d'une maison individuelle, ça touche tout le territoire ou il y a des régions plus sinistrées que d'autres? Globalement oui quand même, à peu près tout le territoire et tout particulièrement quand même les grandes métropoles et leurs périphéries. Seuls les biens d'exception pour une clientèle sans difficulté financière particulière s'en sortent. Quant aux acheteurs, ils tentent de véritables coups de fusil avec des propositions pouvant aller quand même, écoutez bien, à moins 20 voire moins 30%. Alors pour le moment les vendeurs se serrent les coudes et tiennent, mais combien de temps encore à suivre? Bon courage effectivement, mais c'est vrai que par ce temps-là, en tout cas en ce moment, on a envie de faire des barbecues dans son jardin et ça vous pouvez pas le faire sur le balcon d'un appartement. Allez tout de suite Thomas, on change de sujet ou presque, on accueille votre invité. L'invité de la semaine c'est Jérôme Robin, fondateur de Nous Assurons qui a été créé en 2011. C'est un réseau de courtage en assurance pour professionnels, pour entreprises aussi pour particuliers. Alors Nous Assurons propose également des produits d'épargne et de placement. Bienvenue à vous sur Sud Radio, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Alors justement Jérôme Robin, on va commencer à parler des contrats de capitalisation et la première question que j'ai envie de vous poser d'abord, c'est quoi un contrat de capitalisation? Ou appelé contrat de capi dans le métier. Voilà, un contrat de capitalisation, c'est strictement un copier-coller d'un contrat d'assurance vie, sauf qu'il a un régime fiscal qui est différent. On va évoquer ces spécificités. Très bien, mais à qui ça s'adresse d'abord? Alors ça s'adresse à des particuliers, mais également à des sociétés ou à des sociétés patrimoniales. Donc personne physique, personne morale. D'accord. Ça fonctionne comment? Allez, on va rentrer dans le détail, on va ouvrir le capot du contrat de capitalisation pour savoir comment ça fonctionne. Alors, c'est un contrat qui est assez simple, puisque à l'intérieur, on va choisir des supports. Souvent, on connaît les contrats d'assurance vie, donc on va retrouver la même chose que dans les contrats d'assurance vie, en termes de rémunération et de solutions d'investissement. Par contre, ça a une spécificité sur le plan transmission, puisque l'assurance vie est exonérée de droits de succession jusqu'à 152 000 € par bénéficiaire. Et donc, c'est un produit qui va être complémentaire. Quand on aura utilisé les pleins des contrats d'assurance vie, on va pouvoir faire un contrat de capitalisation et du coup ensuite le démembrer, on va pouvoir le donner en le découpant entre l'usufruit et la nue propriété. D'accord. Et quand on signe un contrat de capitalisation, on le signe pour combien de temps? Est-ce qu'il y a une durée? Alors ça peut être une durée viagère, ça peut être une durée fixe, c'est au choix. Et il y a une souplesse d'investissement dans ce type de contrat ou pas? Alors la souplesse, ça dépend des compagnies, c'est-à-dire l'ouverture du contrat, c'est souvent
aux alentours de 50 000 euros. Donc il faut avoir 50 000 euros en poche, entre guillemets, pour pouvoir Oui, ça. parce qu'on vient après l'assurance vie, donc c'est vraiment de l'épargne quand on en a pas mal, ou quand on vient d'avoir de l'argent après 70 ans, et où là, l'assurance vie, c'est limité à 30 000 euros, l'exonération fiscale, et du coup, l'outil de transmission du contrat de capitalisation va être intéressant. Alors, vous avez commencé à en parler, mais on va se concentrer quand même dessus un instant, c'est le bénéficiaire. Quels sont les types de bénéficiaires qu'on peut retrouver ? Alors, on peut désigner qui on veut. Alors ensuite, il y a une fiscalité qui est assortie à ça, mais on peut la contourner en anticipant effectivement le don et en utilisant des pleins fiscaux, notamment les donations qu'on peut faire soit entre époux. Alors ça, c'est intéressant quand il n'y a pas d'enfants. Et ça peut être intéressant également quand il y a des enfants de faire des donations et des contrats individuellement par enfant en donnant l'usufruit. En donnant la nue propriété et conservant l'usufruit. Alors, il faut toujours tenir compte quand même des âges. Hein. Oui, mais il y a un intérêt effectivement à donner le plus tôt possible. Maintenant, chacun est un peu libre de son orientation patrimoniale. Parlons de fiscalité, parce que justement, est-ce qu'elle est avantageuse sur ce type d'investissement pour les contrats de capitalisation, ou c'est dans le bien commun, donc c'est une fiscalité traditionnelle ? Non, c'est une fiscalité traditionnelle, il n'y a pas de magie qui s'opère, c'est vraiment un outil de transmission. Alors, est-ce qu'il faut tenir compte quand même, on vient d'en parler rapidement, mais je voudrais quand même aussi qu'on s'arrête dessus, sur l'âge du souscripteur. Il y a un moment pour faire ça, plus privilégié qu'un autre ? Non, ça va dépendre vraiment de la situation patrimoniale, et encore une fois, de ce qui a déjà été fait par le biais du produit préféré des Français, c'est-à-dire l'assurance vie. Et une fois qu'on a utilisé vraiment le maximum de l'assurance vie, on va s'intéresser au contrat de capitalisation. Oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est que très concrètement, d'abord, on devrait s'intéresser, pour celui qui nous écoute ce dimanche matin, à l'assurance vie. Ça serait la première étape d'un investissement un peu diversifié et rassurant. Et une fois qu'il a quand même bien réussi cette étape-là, il s'occupe de la suivante. Et la suivante, c'est le contrat de capi. C'est comme ça que ça doit se passer normalement. C'est le contrat de capi et la donation qui va avec. Et donc, il faut tout envisager à son lancement. On peut le donner au fur et à mesure, parce qu'on peut avoir une période, c'est 15 ans maintenant les donations, on peut souscrire un contrat de capitalisation à 60 ans, et puis avoir déjà fait une donation, donc on va attendre d'avoir purgé les 15 ans pour pouvoir refaire une donation à ses enfants par exemple, ou à ses petits-enfants. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça peut changer en cours, on peut changer d'idée, aussi de bénéficiaire, parce que votre vie peut évoluer. Et oui, exactement. C'est ça. Alors, on voit qu'il y a également des contrats de capitalisation, et là je voudrais vous interroger là-dessus, parce qu'en France, et les fameux contrats de capitalisation luxembourgeois. Alors on en parle de temps en temps, on en a parlé d'ailleurs dans Oser investir, mais en quoi c'est peut-être plus intéressant ou pas qu'un contrat de capitalisation traditionnel comme on peut vous le proposer ? Alors, c'est plus intéressant pour des gens qui ont un gros patrimoine. Aussi, ils vont accepter les sociétés. Donc on va pouvoir placer la trésorerie des entreprises au Luxembourg. Là, on aura un accès à l'ensemble des placements financiers, y compris pour la trésorerie des entreprises. Et on va avoir surtout la garantie de l'État luxembourgeois sur les sommes qui sont déposées. Alors qu'en France, cette garantie est limitée par contrat à 100 000 euros par banque. On va en parler d'ailleurs dans un instant dans ce qui va suivre. Mais ce qui veut dire que vous préconisez, vous, aujourd'hui, à ceux qui nous écoutent, d'aller plutôt sur des contrats de capitalisation luxembourgeois que français en raison de cette limite ? C'est encore une fois, ça dépend du patrimoine des gens, mais quand on a vraiment de l'argent, effectivement, le Luxembourg, c'est indispensable. On est un peu sorti des périodes de stress bancaire, mais on a tendance à vite oublier que ça peut très vite mal tourner. Donc, vous faites référence aux années 2008, c'est ça ? Oui. Mais on le voit, il y a des mouvements, il y a des variations et le Bitcoin, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde, mais pour autant, il était monté à 70 000, il est descendu à 30 000, il est remonté à 70 000. On voit que c'est une variable. Les banques, aujourd'hui, on ne sait jamais trop comment elles sont exposées. Ils passent soi-disant les tests sans problème, mais moi, je suis assez réservé sur leur bilan. Dernière question pour vous, Jérôme Robin. Est-ce qu'il y a un point de vigilance à retenir sur ces fameux contrats de capitalisation pour celui qui nous écoute ce matin ? Un point de vigilance, non, pas particulièrement, puisque... C'est bordé. C'est bordé, oui. Donc c'est tranquille. Merci à vous. Écoutez, c'est bien terminé sur un conseil de tranquillité. En tout cas, merci Jérôme Robin d'être passé du côté d'Oser Investir sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur, je le rappelle, de Nous Assurons. Tout de suite, on explique quelque chose. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir,
le coin de Il est l'expert. l'heure, monseigneur, de parler de l'argent qui dort. En quelque sorte, Thomas, vous vous intéressez à ce compte courant où l'argent sommeille. 500 milliards d'euros, Jean-Marie. C'est la somme colossale évaluée selon la Banque de France qui stagne sur les comptes courants des Français. Alors on sait bien que les comptes courants ne rapportent rien ou pas grand-chose. Et bien du coup, c'est un manque à gagner pour chaque Français, particulièrement en période d'inflation. Alors il faut savoir qu'en moyenne, les Français détiennent sur leur compte courant 17 000 euros par ménage contre 14 000 avant la Covid. On voit bien ce qui est passé par là. Ben oui, parce que la période fait que les Français veulent avoir une épargne de précaution immédiatement disponible. Alors vous venez de nous confirmer que c'était pas une bonne idée de laisser notre argent sur un compte courant. C'est quoi les bonnes pratiques? Tout d'abord, laissez le minimum sur votre compte courant. Communément, on évoque l'équivalent d'un mois de salaire. Avec les autres sommes, il vous faut les placer dans des solutions disponibles afin de conserver la même souplesse. Je précise, si votre situation nécessite. Vous pouvez placer sur les livrets d'épargne pour un montant global de 60 250 euros en fonction de votre situation, bien évidemment, et des revenus du foyer. Dans le détail, cela représente 22 950 euros pour le livret A, 15 300 euros pour le compte d'épargne logement, 12 000 euros pour le livret de développement durable et solidaire et 10 000 euros pour le livret d'épargne populaire. Alors, ça c'est formidable. Il y a des précautions à prendre quand même? Absolument. Si votre banque tombe en faillite, et pas en famille. Ne courez pas. On l'a dit il y a un instant, vous pouvez perdre votre argent. Bon, c'est rare, ces phénomènes évidemment rarement rencontrés, heureusement d'ailleurs, mais du coup quand même le fonds de garantie des dépôts et de résolution plafonne à 100 000 euros par déposant et par type de compte, la garantie des dépôts bancaires. Alors toute somme dépassant ce montant est exposée. La bonne idée est de diversifier ses placements et les organismes détenteurs de ces sommes pour réduire l'exposition au risque, tout simplement. C'est un bon conseil. Merci à vous Thomas Binet. On vous retrouve la semaine prochaine. Ne laissez pas dormir votre argent d'ici là. À plus tard sur Sud Radio. À dimanche prochain.